New York, dans le Queens, le 20 septembre 1970. Nous sommes samedi soir, très tard. Les rues sont désertes. Seul un homme rôde. Sur sa droite, il aperçoit une fenêtre entr'ouverte à l'étage d'une petite maison. Ça y est, une proie. Un peu d'escalade et il atteint la fenêtre. Une jeune femme dort seule dans son lit. Il se précipite, sort un couteau, pose une main sur la belle pour étouffer ses cris. Il vise la poitrine et enfonce sauvagement l'arme à plusieurs reprises. Il est en transe. Avant de s'enfuir, il arrache le soutien-gorge, le glisse dans sa poche. Dans le Queens, de nombreuses jeunes filles succomberont. Rien, ni personne, ne pourra les protéger de Joseph Baldi, le monstre du Queens. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux quatre coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. Joseph Baldi, le monstre du Queens, opère au hasard. Le week-end, quand tout le monde dort, il choisit un pâté de maison. Il y a toujours une fenêtre ouverte, toujours une jeune fille dans une jolie chambre, étendue sur son lit. Nous sommes le 5 septembre 1971, samedi soir. L'homme se prépare. Il ignore pourquoi, mais les dernières filles qu'il a lacérées ont été résistantes. Elles n'ont pas lâché sous les coups de couteau. Elles vivent encore, mais nul doute que le souvenir qu'il leur a laissé est impérissable. Mais ce soir, qui sait, il fait encore très chaud en cette fin d'été. Beaucoup de fenêtres sont ouvertes. Il n'y a que l'embarras du choix. Baldi s'introduit dans une maison, celle d'une femme célibataire du Queens. Tandis qu'il pénètre dans la maison, Baldi est repéré. Des policiers lui emboîtent le pas et préparent un guet-apens. Ils le prennent pour un cambrioleur. Premier avertissement. « Police, arrêtez-vous !» Baldi panique, tente de s'échapper. Il tire des coups de feu en direction des policiers, mais se fait surprendre. Il est arrêté pour tentative de meurtre à l'encontre de policiers et tentative de cambriolage. On ignore alors qu'il est le rôdeur criminel du Queens. Pourtant, les enquêteurs fouillent son domicile. Qu'y trouvent-ils? Des couteaux, des armes à feu et des revues pornographiques remplies de photos de seins dénudés. Toutes les poitrines sont lacérées. Mais la police rate le coche. Complètement. Aucun lien n'est établi avec les crimes du Queens. Les coups de feu tirés à l'encontre d'un policier priment sur tout le reste. L'aveuglement est total. Il sera funeste pour de nombreuses jeunes filles. On signale que l'inculpé a un comportement trouble, un déséquilibre mental. Baldi est alors envoyé en hôpital psychiatrique pour des analyses, puis transféré à cri de mort en attente de son jugement. Là, un médecin commet une erreur fatale. Ignorant qu'il est sous le coup d'une inculpation à l'encontre de policiers, il signe son bon de sortie. Un médecin libère Baldi le 21 janvier 1972. Alors qu'il était pris dans les filets de la police, le monstre du Queens parvient à passer entre les mailles. Pour le pire, il a maintenant les mains libres pour ses 10 prochaines victimes. 4 succomberont à ses supplices. À partir de sa libération, Baldi entre même dans une terrible frénésie meurtrière. Est-ce le frisson d'avoir failli tomber aux mains de la police? La suite logique de sa démence? Le 19 mars 1972, Baldi s'introduit
chez les Perniola. Toujours le même rituel. Une fenêtre ouverte, la caisse de bouteilles de lait. Camille a 17 ans. Elle meurt tailladée. Un mois plus tard, c'est au tour de Clara Toriello, 21 ans. Le 13 juin, Baldi s'apprête à sauter au cou d'une adolescente, chez elle. Résiste-t-elle? Baldi est-il pris de panique? Il ne parvient pas à atteindre la poitrine de la jeune fille, mais cisaille son visage, puis s'enfuit par la fenêtre. L'adolescente survit à ses blessures. Elle gardera à jamais les traces de cette attaque sauvage, sur son visage, dans son esprit aussi. Baldi n'est pas rassasié. Son rythme criminel s'accélère. Il est de moins en moins prudent, de plus en plus fébrile. 2 jours plus tard, juste avant l'aube, Baldi est surpris par les hurlements d'une femme récalcitrante. Il fuit, presque à découvert, presque en plein jour. Qu'importe, il n'est pas inquiété. Les enquêteurs sont loin derrière. Ils traitent les crimes un par un, avec toujours un train de retard. La pression de la population du Queens n'y fait rien. L'enquête patauge. Un homme, un seul, est sur une piste sérieuse. Donald Palmer, inspecteur au NYPD. Dès 1970, l'inspecteur Palmer est persuadé d'avoir affaire à un tueur en série. Mais personne ne le croit, ni ses supérieurs, ni le procureur. Pourtant tout est là, le mode opératoire, la fenêtre entr'ouverte, la caisse de bouteilles de lait, les coups de couteau sauvages et répétés, l'obsession de la poitrine des femmes. Pour Palmer, les crimes s'apparentent à des crimes sexuels. Aucune victime n'a été violée, mais à plusieurs reprises, du sperme est retrouvé sur les lieux. Les sous-vêtements, les soutiens-gorge surtout, sont découpés. Le tueur, aux accès fétichistes, les emporte avec lui. Il développe apparemment une sorte de jouissance perverse lors de l'exécution de son crime. Violence, frustration sexuelle, fixation sur les jeunes femmes. Il faut le coincer avant qu'il ne récidive encore. Palmer en fait une mission toute personnelle. Le 17 juin 1972, Baldi repart en chasse. Il est plus déterminé. Honteux d'avoir été effrayé par sa dernière proie. La prochaine, il ne la laissera pas passer. Et la prochaine n'a que 16 ans. Elle s'appelle Deborah Yanusko. Baldi ne lui laisse aucune chance. C'est pourtant elle, sa dernière victime, qui permettra de mettre fin au calvaire des jeunes filles en fleurs du Queens. Pour les enquêteurs, c'est le crime de trop. Les effectifs sont mobilisés. La pression de l'opinion publique, de la presse, des politiques locaux est trop forte. Nous sommes le 21 juin. Il est 1h du matin. Depuis 4 jours, la police patrouille dans le quartier. Chaque nuit, elle guette le rôdeur. Des voitures assurent les rondes. Mais la plupart des forces de police sont postées dans des recoins cachés. L'homme doit se sentir libre, comme d'habitude, pour que le piège se referme comme prévu sur lui. Baldi, grisé par sa folie meurtrière, a relâché sa garde. Dès qu'ils l'aperçoivent chez lui, les policiers lui sautent dessus. Le monstre du Queens est à terre. Enfin, après 2 ans de chasse sanglante, en toute liberté, c'est la fin du calvaire pour les familles de New York. À quelques blocs seulement, dormait à côté d'eux le possible assassin de leur fille. Palmer interroge Baldi. Depuis 2 ans, il est hanté par cette affaire et croit connaître son homme. Il a tout étudié, minutieusement, les rapports, les antécédents de l'inculpé,
ses longs séjours en hôpital psychiatrique. Durant l'interrogatoire, Baldi semble plongé dans une sorte de transe. Il n'avoue rien, mutique. Soudain, il tombe à terre, pris de violentes convulsions. Palmer ne bouge pas, il a une intuition. Baldi se relève, il saisit un stylo, l'empoigne comme un couteau et se dirige mécaniquement vers une caisse en bois qui contient des archives. Il la pousse contre un mur, grimpe dessus et devant la fenêtre du commissariat, il se met à poignarder frénétiquement dans le vide. Palmer sait que Baldi vient d'avouer. Ce sont les seuls aveux qu'on n'obtiendra jamais de lui. À aucun moment, lors du procès, Baldi ne reconnaîtra ses meurtres de façon explicite. Aujourd'hui, il est enfermé à Sing Sing, l'une des prisons les plus dangereuses de l'État de New York. Une prison légendaire, celle où ont été enfermés et exécutés les condamnés à mort de l'État jusqu'en 1963. À 68 ans, alors qu'il ne sortira peut-être jamais de cette enceinte, Baldi refuse toujours d'admettre. Je l'ai rencontré en 2009 dans un de ces parloirs spéciaux de Sing Sing. C'est un homme impressionnant. Il est marqué, hagard. Il s'exprime en marmonnant. De la salive perle parfois à la commissure de ses lèvres. Baldi reconnaît avoir tiré sur un policier. Pour le reste, il serait victime d'un complot des autorités. Il se protège. Ici en prison, les tueurs de fillettes ne font pas long feu. Il se dit traumatisé par le Vietnam. Là oui, c'est sûr, il admet avoir tué beaucoup de monde. C'est pour cela qu'il a séjourné en hôpital psychiatrique. Mais jamais il n'a collectionné de matériel pornographique. Comme si c'était le nœud de l'affaire. Comme toute défense, quand on lui impute ses crimes, le monstre du Queens dira simplement « Je ne pense pas que j'aurais pu commettre de tels actes. » Baldi était-il réellement responsable de ces actes? Entrait-il dans une transe criminelle pour tuer ses victimes? Les faits sont là et resteront à jamais gravés dans les mémoires des familles. Baldi est le monstre du Queens. Il a semé la terreur pendant 2 ans dans le quartier. Des jeunes filles sont mortes sous ses coups de couteau. Les autres ont été marquées à vie. Aucune n'a pu être sauvée. La police a failli. Elle a même relâché le bourreau, lui offrant la possibilité de s'adonner à sa passion criminelle. Un seul homme s'en mord les doigts aujourd'hui, encore. Donald Palmer. Aurait-il pu éviter cette longue série de crimes ?